Session de Futurapolis Planète en direct du Quai des Savoirs à Toulouse. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le train. Alors, retour des voyages de nuit, réalité du train à hydrogène, nombre de passagers par an, tout ce que vous vous demandez sur les chemins de fer français sera traité directement par ce qu'on appelle un insider. Alors, est-ce que c'est vrai que la SNCF est-elle toujours en retard? Est-il inévitable de tomber sur un bébé dans son wagon? Est-ce qu'on va tous prendre le train demain? Autant de questions, triviales ou non, qui chamboulent notre quotidien. Pour en parler, voici Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Il va échanger avec Étienne Gernel, le directeur du Point. On peut les applaudir. J'adore ce petit jingle. Merci beaucoup, bienvenue Christophe Fanichet, PDG donc de SNCF Voyageurs. On est ravis de discuter avec vous et j'avais envie de commencer par une question cinématographique. Il y a un film sorti en 98 de Chéreau dont le titre était « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une bascule, est-ce qu'il y a de l'amour pour le train aujourd'hui pour des raisons écologiques ou autres? Est-ce que le train est en train de prendre le dessus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vraie bascule des modes de transport? Qu'est-ce qui se passe? On peut dire que oui à cette question. Oui, il y a un engouement pour le train. Oui, il y a une volonté d'écologie. C'est les deux qui se réunissent. Mais peut-être, Étienne Gernel, avant de répondre à cette question, peut-être donner 2 ou 3 chiffres de c'est qui les voyageurs du train. D'abord, les voyageurs du train, on a tous les jours 5 millions de voyages, c'est-à-dire en France, 5 millions de voyages tous les jours. Et on oublie souvent, parce qu'on parle souvent du TGV, eh bien sur les 5 millions de voyages, c'est 3,5 millions en Île-de-France, 1 million à 1,2 million dans les régions, et puis c'est 500 000 dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu depuis cet été, d'abord on a eu beaucoup de Français qui ont repris le train pour leurs vacances, 22 millions. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça y est, les Français sont revenus dans le train, à peu près au même niveau qu'en 2019. Dans les trains du quotidien, on est à 90% par rapport à cette année de référence. Et puis pour les trains longue distance, eh bien novembre à décembre, on est au même niveau que 2019. Et un appétit de train avec un point qui est important pour nous, qui est qu'il n'y avait pas d'anticipation jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les Français prenaient le train au dernier moment à cause de cette crise Covid. Et bien là, pour Noël, tout comme pour les vacances de février, ils ont anticipé, et le premier jour d'ouverture des ventes de Noël, c'est le 6 octobre, date bien connue des Français, eh bien on a vendu en une seule journée 1,5 million de billets. Donc les Français ont envie de train, et ils nous le prouvent tous les jours, et on est là à leur service. Alors, pardon, mais le grand sujet du train, c'est l'écologie. En quoi est-ce que le train est plus écolo que la voiture ou l'avion? Est-ce que vous avez des données? Prouvez-le, j'ai envie de vous dire. Donnez-nous des raisons. C'est super simple, arguments. Étienne. Je vais vous donner quelques chiffres très très simples. D'abord, le train, il roule à l'électricité. Pardon, je suis en train de vérifier que j'ai bien mon téléphone en mode avion. Pardon pour le mode avion. Non, mais j'adore cette blague. En mode train. Ouais, mais je préfère que vous le mettiez en mode train, même si dans le train, je préférerais qu'ils le mettent en mode avion, sincèrement. En tout cas pour les autres voyageurs. Non, c'est très simple. D'abord, nos trains, ils roulent à l'électricité, sauf quelques TER, mais je pense qu'on y reviendra quand on parlera de l'hydrogène. Tous les TGV fonctionnent à l'électricité nucléaire majoritairement. Tous les trains d'Île-de-France roulent à l'électricité. Et nous sommes le premier consommateur d'électricité en France. 6 TWh annuels, c'est nous les premiers consommateurs d'électricité. Donc, et puis après, tout simplement, vous regardez ce qu'on consomme par rapport au CO2. Hein. On a mis en place un éco-comparateur et vous allez voir que c'est 30, 50, voire 80 fois moins que l'avion, mais 50 fois moins en tout cas que la voiture. Mais alors, malgré tout, le train, c'est le sujet du train et du train électrique, hein, du vrai train électrique, pas celui pour les enfants. C'est comment est produite l'électricité. Donc, le train n'est pas écolo en tant que tel, il est écolo
si la production d'électricité est verte. Autrement dit, prendre le train en France, c'est pas la même chose que prendre le train en Allemagne, on est d'accord? On est absolument d'accord, puisque l'électricité que nous utilisons est l'électricité française, nucléaire majoritairement, mais on fait une petite particularité, c'est que nous, vu notre consommation d'électricité, on fait aussi des acquisitions d'électricité verte, renouvelable. Donc nous, on va acheter de l'électricité éolienne ou photovoltaïque en plus pour compléter le nucléaire. À qui vous l'achetez? On les achète à des entreprises françaises qui nous produisent ces éléments en France. Alors, malgré tout, il y a encore des trains qui fonctionnent au diesel sur des lignes qui ne sont pas électrifiées. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On électrifie ces lignes ou on met de l'hydrogène? Alors, c'est la bonne question, c'est la question que toutes les régions nous posent. C'est comment on rend plus vert les trains régionaux. Les trains régionaux, il en roule à peu près, dans notre parc, on a à peu près 20% des TER qui sont au gasoil, disons le mot au gasoil. Et jusqu'à récemment, il y avait d'autres solutions que d'électrifier les lignes. Mais pour une électrification de ligne, il faut que vous ayez un chiffre. L'électrification d'une ligne, c'est 1 million du kilomètre. C'est donc très cher. Ah oui, oui, oui. C'est donc très très cher. Et donc, ce qu'on a fait avec notre centre d'innovation et de recherche, on a travaillé à une panoplie de solutions. Ces solutions que nous proposons, c'est l'hydrogène, sur lequel je vais revenir, mais c'est aussi des trains à batterie. C'est également des trains au biocarburant. Aujourd'hui, par exemple, entre Paris et Granville, on roule au biocarburant. C'est 80% moins de gaz à effet de serre émis. On roule également, on est en train d'avoir 2 expérimentations sur des trains à batterie. Les trains à batterie, c'est quoi? Ça nous permet de faire 10, 20, 30, 50, voire 100 km sans avoir besoin de diesel. Et quelquefois, c'est du train électrique plus batterie. On peut avoir également du train électrique plus d'autres éléments, biocarburant, bio-GNV. Donc aujourd'hui, il y a une panoplie, et la toute nouvelle, c'est celle de l'hydrogène. Alors c'est intéressant parce que la région Occitanie est pionnière en la matière. Absolument. La région Occitanie, elle a décidé de rentrer véritablement dans un cercle extrêmement vertueux, c'est qu'il ne faut aucun gaz à effet de serre émis dans un trajet. Nous, on pense que pour l'ensemble de la SNCF, en 2035, il n'y aura plus de gaz à effet de serre en prenant le train. C'est un point important. Et en région Occitanie, l'hydrogène, et Carole Delga a lancé ce projet, elle est la pionnière, et nous allons tester en 2023 puis 2025, entre Montrégeau et Luchon, un train hydrogène. Et on pense qu'un train hydrogène, on peut faire jusqu'à 600 km rien qu'avec de l'hydrogène. Alors là, encore une fois, la même question, c'est que l'hydrogène, il faut qu'il soit produit sans faire de CO2. Absolument. Hein, d'accord. Et pour autant, moi je le regarde du côté de la SNCF, c'est au moment où je l'utilise et qu'il est sans émission. Mais donc effectivement, il faut qu'il soit produit par de c'est l'énergie. ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Hein, c'est le plan Absolument. en Occitanie de produire de l'hydrogène vert pour faire circuler des trains à hydrogène. Mais concrètement, un train à hydrogène, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? Un train à hydrogène, ça ressemble au même train que celui que vous avez aujourd'hui. Ouais. C'est comme un train à batterie. On enlève des composants du train et tout simplement, vous avez un réservoir d'hydrogène. Et ce réservoir d'hydrogène, il va vous produire par électrolyse de l'électricité. Et cette électricité, elle va tout simplement être injectée dans nos moteurs électriques. Alors, l'un des sujets qu'on évoque beaucoup pour le voyage en train, c'est aussi la question du prix. Les gens disent parfois c'est cher, c'est pas cher que ça. Et puis les gens veulent avoir aussi beaucoup de trains. Ils veulent, chez moi à Argenton-sur-Creuse, on veut avoir beaucoup de liaisons avec Paris. Comment est-ce que là on rentre vraiment dans la philosophie de la SNCF? À quoi ça sert SNCF Voyageurs? Quelle est votre mission à vous? Il y en a 2. Il y a une mission de transport, on vous demande de la compétitivité sur les tarifs, puis une mission, disons, d'aménagement du territoire ou de service public. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre cette contradiction-là, avec des exigences qui sont souvent contradictoires? Alors c'est vrai que c'est souvent, on peut le reprendre comme étant une injonction contradictoire sur cette entreprise. Faisons deux paquets. D'abord, les trains du quotidien, peu de Français le savent, mais quand vous prenez un billet de train de quotidien, un Transilien ou un TER, vous payez un quart du prix que coûte véritablement le train. Donc 3/4 est payé par la collectivité publique. Ah oui. Mais c'est quand même beaucoup plus que ce qui se passe en tant que contribuable pour la route. Tous les contribuables payent la route, mais personne, la personne qui l'utilise, ne la paie pas directement. Sur les trains du quotidien, c'est une politique publique. Et le train est un bon exemple pour être la colonne vertébrale de toutes les mobilités. Souvent, on oublie de dire que 70% des Français sont à 5 km d'une gare. Donc il faut que pour cela, il y ait des fréquences de train. C'est ce que fait la région Occitanie, ce que toutes les autres régions, beaucoup de trains.
Pour autant, vous me parlez de tarifs, et je ne peux pas m'empêcher d'utiliser votre tribune, peut-être pour tordre le cou au Allez-y. yield management. Ah voilà, le yield management. Ce fameux mot. Et ça tombe. Ça tombe pour Non, mais certains. pour certains, pour oui, certains d'autres, Mais c'est pas une pour grande d'autres. pratique d'ailleurs qui vient pas de. Pas du tout du train, ça vient de l'aérien, mais vous l'avez également dans l'hôtellerie, Ouais. vous l'avez partout. C'est-à-dire qu'en un mot, comment on attire des clients sur les périodes creuses et comment, en période de pointe, on continue à avoir des billets de train. Oui. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je n'ai pas eu un appel le 6 octobre au soir quand 1,5 million de Français ont fait une excellente opération en achetant leur billet pour Noël. C'est marrant. En revanche, à partir du 15 décembre, là, on m'appelle en me disant « Christophe, c'est bizarre, les prix de train sont très très chers. » L'anticipation, aujourd'hui, elle paye. Et Ah oui, c'est mais en un même point temps, important. Il faudra nous prévenir quand même que Noël c'est le 25 décembre. Hein. Oui, alors on essaye tous les ans, mais j'avoue que tous les ans, on prend une petite claque en nous disant les prix des billets sont trop chers. Alors pour cela, on a fait un autre truc, c'est qu'on a mis en place une carte avantage, et je pense qu'on est un des rares pays en Europe à l'avoir, c'est-à-dire quel que soit le jour et l'heure laquelle vous circulez, on plafonne les prix. Si vous êtes à moins d'1h30 de Paris, c'est 39 €, pas de Paris, moins 1h30 de TGV de Paris ou d'ailleurs, c'est 39 €, 3h 59 € et au-delà 79 €. C'est un carton. Il y a 1,5 million de Français qui ont acheté cette carte pour avoir des prix plafonnés. Donc si on veut tordre le coup du yield, je vous donne juste un exemple. D'abord, il y a je vais faire un truc très simple, je fixe les prix et je donne qu'un seul prix. Il y a 1,5 million de Français qui ne vont pas pouvoir bénéficier du train. Il y a des cadres et des leaders d'opinion qui seront très contents parce qu'ils auront un prix fixe. Et puis ces mêmes leaders d'opinion, vers le 20 décembre, ils diront tous les trains sont complets. Le yield, il a une vertu, c'est de vous obliger, en fonction de votre budget et de votre temps, de choisir le meilleur train en fonction de votre budget. Et vous avez d'ailleurs, jusqu'au dernier jour, le 24 décembre, effectivement, un prix de billet qui est sans doute trop cher pour tout le monde, mais sans doute pas pour vous. Alors, justement, à propos de choix, on en parlait tout à l'heure, sur des trajets sur lesquels aujourd'hui il y a des TGV, par exemple Paris-Nantes ou Paris-Lyon, vous mettez en place, c'est ça, des trains, ce que j'appelle moi les trains corail, qui s'appellent Intercité maintenant, mais qui dans la mémoire collective de beaucoup de gens s'appelle encore train corail. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'on peut augmenter le nombre de Français qui prennent le train. Mais tous les Français n'ont pas le même budget, tous les Français n'ont pas le même mode de vie. Avec l'arrivée du TGV, ce qu'on faisait, et ce qui nous était demandé d'ailleurs, c'est que vous faisiez par exemple un Paris-Lyon ou un Paris-Nantes, et immédiatement, on enlevait le train corail, cher Étienne, le train corail qui était... C'est un truc de génération, train corail. Hein. C'est comme les gens qui disent Streets au lieu d'M&M's. Voilà, ou de doigts coupe-fin. Raider à la place de Twix. Voilà. C'est un Et du marqueur, coup, juste pour répondre à votre question, oui, on va réintroduire des trains corail. On va les introduire, ça s'appelle Ouigo vitesse classique. Et vous allez aller à Nantes, attention à vos oreilles, vous allez aller à Nantes, non pas en 2 heures, mais en 4 heures. Sauf que là, vous irez à 30 € maximum, même très souvent plutôt à 15 €. Et puis vous n'irez pas à Lyon en 2 heures, mais vous irez à Lyon en 4h30 ou en 5 heures. Aujourd'hui, il y a des Français qui ont un budget limité, et nous, notre entreprise, qui est une entreprise publique, on se doit de pouvoir répondre à tous les budgets, et c'est ce qu'on fait avec ce genre d'opération. Donc il y a le choix du tarif ou le choix de la vitesse. Et alors puisqu'on parle du choix de la vitesse, il y a quand même un sujet, on ne peut pas l'éviter parce qu'il est important, on est ici à Toulouse, c'est celui de la LGV jusqu'à Toulouse, qui est quand même un sujet qui est énorme, très très important, qui d'ailleurs qui n'est pas qu'un sujet de Toulouse ou d'Occitanie, qui est un sujet d'intérêt national. Est-ce qu'on va y arriver ? Moi, je suis convaincu que oui, parce que quand je vois le formidable succès de l'accélération de la ligne Paris-Bordeaux, aujourd'hui, Paris-Bordeaux, c'est 2h04. Mais moi, je pense à tous ceux qui vont au-delà de Bordeaux et qui, même à Toulouse, ont bénéficié de cette accélération. Donc, oui, je pense que c'est une bonne chose et ça doit arriver. Et puis, c'est un sujet d'aménagement du territoire. Tous les Français doivent pouvoir être le plus proche d'un centre et d'une métropole. Donc oui, je pense que c'est une très très bonne idée. Moi, j'entends que l'ensemble des élus sont en train de se mettre d'accord. Et je pense que SNCF Réseau sera prête pour les accompagner. C'est un sujet l'obstacle, c'est un sujet d'investissement ? L'obstacle, c'est le sujet du bouclage financier, oui, bien sûr. Et puis après, le deuxième obstacle, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir faire ce tracé. Mais ça, je dirais que c'est concomitant à la recherche des financements. Oui, c'est la même chose. Mais le principal obstacle, c'est le financement. Bien sûr, bien sûr. C'est le... Ça coûte très cher.
ça coûte très cher, mais en même temps, dans une période de plan de relance, où on dépense beaucoup d'argent, d'ailleurs, beaucoup à partir de création monétaire, ça paraîtrait quand même étrange qu'on n'arrive pas à faire quelque chose comme ça. Dans une période où on Moi, je partage complètement. Aujourd'hui, les Français, il faut leur donner du concret, du simple, du visible. Et aujourd'hui, quand vous leur dites qu'on peut gagner 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure sur un temps de parcours, c'est extrêmement important, ça c'est visible et c'est bien mieux que toute autre chose monétaire, comme vous le disiez. Et alors, il y a dans le même sujet, ça c'est un sujet, il y a aussi, souvent les gens quand ils parlent de décentralisation, ils disent mais quand même, le sujet c'est que c'est toujours vers Paris. Alors, est-ce que finalement on pourra dire qu'on aura réussi le maillage ferroviaire de la France quand il y aura une LGV entre Toulouse et Montpellier? Est-ce que ça voudrait dire que tout n'est pas obnubilé par Paris? Je pense qu'on aura bien complété le sujet et je pense que lorsqu'on a créé la région Occitanie, déjà on a créé 2 pôles entre Montpellier et Toulouse. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle attractivité entre Montpellier et Toulouse que vous n'aviez pas au moment de la création de la région. Donc là encore, grâce au train, vous allez pouvoir accélérer le business, mais également le tourisme, mais également l'éducation entre les principales métropoles. Et je pense que des LGV y participent sincèrement. Alors, accélération, on dit souvent, on dit depuis longtemps que la ponctualité est la politesse des rois. Alors, sire, est-ce que les accusations je pense que c'est la critique la plus fréquente de la SNCF, c'est les retards. Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est injuste, cette critique-là? C'est vrai qu'on m'appelle rarement pour me dire qu'on est arrivé à l'heure. C'est vrai. Je vous le confirme. On m'écrit rarement tout autant. Mais ce que je peux vous dire peut-être d'abord un premier chiffre. En France, il circule 15 000 trains tous les jours. 15 000. Plus de 9 sur 10 arrivent à l'heure. Mais c'est ceux qui n'arrivent pas à l'heure et ils ont raison de ne pas être contents. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est sur ces trains qui n'arrivent pas à l'heure, où est-ce qu'ils sont? Bien, je vais vous faire un scoop aujourd'hui. La première cause de retard de nos trains, c'est les bagages abandonnés. Ah oui? Et bien le bagage abandonné, vous savez qui c'est? C'est vous. Ouais. Parce que vous n'avez pas délibérément abandonné votre bagage, vous l'avez juste oublié. Et compte tenu des conditions, je dirais, de contraintes, mais également de sécurité qui sont les nôtres, bien aujourd'hui, depuis le début de l'année, 8 millions de Français, attendez-moi bien, 8 millions de Français ont eu leur train retardé à cause d'un bagage qui a été abandonné. 8 millions. C'est pas rien. Ça veut dire qu'en permanence, vous avez un bagage abandonné. Et vous qui prenez souvent le train, vous avez déjà entendu en disant un bagage abandonné. Et il faut qu'on s'améliore, nous, SNCF, déjà, sur ce sujet, pour aller au plus vite pour retrouver le voyageur. Mais il faut aussi aider les voyageurs à un peu moins oublier leur bagage. Alors, on m'a dit que le pire cauchemar d'un PDG des SNCF Voyageurs, c'est que le président prenne le train. Finalement, c'est le seul passager que vous ne souhaitez pas dans vos trains. C'est vrai, ça? C'est vrai et faux. Tout le monde est très heureux d'accueillir le président de la République, et en particulier dans ses trains. Oui, parce que pour des raisons de sécurité, le président de la République doit faire l'objet d'une surveillance extrêmement forte. Et donc, effectivement, c'est un petit cauchemar, ou plus exactement, c'est un train qui est particulièrement surveillé. Il vous embête pas trop de ce point de vue-là? Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Si on parle un peu de philosophie du voyage, on dit que l'avion, à une époque, c'était un voyage. C'était une aventure. Et puis, c'est devenu un déplacement. Et qui fonctionne comme d'autres. On a des navettes, par exemple, entre Toulouse et Paris, ici. Est-ce que, finalement, le train n'est pas devenu, lui, maintenant, un instrument de voyage? Il n'est pas revenu du déplacement. Alors, il y a le déplacement du quotidien, mais au voyage, à l'aventure, au plaisir de s'arrêter. Est-ce que c'est ça aussi que vous recherchez aujourd'hui? C'est de vendre le train comme une expérience de voyage plus que de déplacement? Oui, absolument. C'est ce que nous essayons de faire. J'espère qu'on y arrive au moins un peu. Surtout les trains de longue distance. D'abord, c'est le confort que vous avez en prenant le train plutôt qu'un avion dont vous prenez l'exemple, puisque d'abord, vous partez d'une gare en centre-ville, vous arrivez d'une gare dans une centre-ville, et puis au milieu, vous avez quand même une sérénité. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est soit le plus grand bureau et le plus beau bureau de chacun, l'endroit où vous n'êtes pas trop enquiquiné. C'est sans doute le plus grand salon de lecture.
Mais oui, on travaille pour que ce soit la plus belle expérience de voyage. Et cette expérience de voyage, on la complète en particulier, vous l'avez vu, par la renaissance des trains de nuit. Alors Le train pourquoi, de nuit, pourquoi c'est les trains de nuit Qu'est-ce qui se passe Quelle est l'histoire? Pourquoi ça revient? C'était commun, ça a disparu? non, l'histoire Puis du ça train de nuit, revient. elle est assez simple en fait. D'abord, la Covid a été un accélérateur, en tout cas pour les mobilités, d'une prise de conscience sur la pollution. De plus en plus, nous avons nos citoyens qui ont envie d'un train de plus en plus écologique et le train de nuit y répond. C'est pour cette raison qu'on a ouvert le Paris-Nice. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce Paris-Nice, il a dépassé nos objectifs. Ah bon? Tout simplement parce que les Français ont pris conscience que finalement, pour aller à Nice, avec une nuit, c'était finalement moins cher. Parce que si vous mettez bout à bout votre transfert de chez vous à l'aéroport, l'avion, puis de l'avion à votre lieu, et enfin, si vous devez commencer une réunion tôt ou si vous voulez faire un beau week-end, il faut partir soit très tôt, soit très tard le vendredi soir. Eh bien, le train de nuit répond à cette question. Le train de nuit, il a toute sa place, en particulier sur les longues distances. C'est pour ça qu'on ouvre Nice. À la fin de l'année, le 13 décembre particulièrement, on va faire du Paris-Tarbes-Lourdes. Et on va aussi ouvrir, si les conditions sanitaires nous le permettent, un Vienne-Paris. C'est un truc d'amoureux, ça, le train de nuit? C'est des gens qui sont contents d'aller faire des galipettes dans le train ou pas? Je vais éviter la dernière partie de votre phrase. Oui, il y a des amoureux du train de nuit. Oui, il y a une population qui adore le train de nuit. Et nous allons y répondre. Et il faut y répondre un peu différemment. Aujourd'hui, le train de nuit que nous avons pris les uns et les autres dans notre jeunesse, il doit être complètement revisité. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des offres qui ne sont pas forcément celles de la SNCF, qui sont en train de s'ouvrir pour avoir effectivement cette invitation au voyage. Et cette invitation au voyage, je vous laisse compléter votre phrase. Mais alors d'ailleurs, dans l'invitation au voyage, il y a la question européenne, parce que la France est géographiquement au cœur de l'Europe, en tout cas de l'Europe de l'Ouest. Est-ce que il fut un temps où c'est vrai, on voyageait beaucoup en Europe en train, et puis d'ailleurs ça continue, et puis il y a des lignes nouvelles, etc. Est-ce que ça, là, aujourd'hui, dans la compétition entre le train et l'avion, on pense souvent aux trajets nationaux, aux trajets d'une heure, hein, par exemple, un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse, ça se joue, ça, avec la LGV, peut-être que ça changera la donne, mais Toulouse-Francfort, par exemple, est-ce qu'on peut, comment vous voyez cet avenir-là? Est-ce que je peux avoir envie d'aller en Croatie en train? Comment est-ce que vous voyez le futur pour ça, l'Europe du train? D'abord, si on était un peu irrévérencieux, on pourrait se dire qu'une partie de l'Europe s'est aussi construite par le chemin de fer. Et elle s'est construite par le chemin de fer, en particulier sur le fret. C'est un travail sur lequel on a, depuis des décennies, travaillé. Mais sur le voyageur, oui, si je regarde à l'aune de ce que fait la SNCF, aujourd'hui, Eurostar ou Thalys ou Lyria ou Ellipsos sont véritablement des trains qui permettent d'aller assez loin en Europe, voire très très loin en Europe. Aujourd'hui, on a des relations très fréquentes et on est en train d'écrire des partenariats, par exemple avec les Autrichiens, avec les Allemands, avec les Suisses, avec les Hollandais, avec les Italiens, justement pour faire renaître le train en Europe, aussi bien pour les jeunes, parce que tout le monde se rappelle du ticket Interrail qui permettait d'aller partout en Europe pour un prix convenu. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a une Europe du rail à construire pour le voyageur. Alors, on me fait signe que il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser, parce que c'est une question culturelle. Il y avait une chanson de Renaud, non, je vous rassure, je vais la chanter, on ne va pas vous la passer, où il disait « Je suis épais comme un sandwich SNCF ». Qu'est-ce qui a changé dans la bouffe, dans les trains? Je ne sais pas si je vais revenir. Non, ça a changé. Non, ça a énormément changé. J'espère que ça s'est vu. Il y a des bocaux, il y a des grands chefs. D'abord, premier indice, des grands chefs sont nombreux à venir nous voir en nous disant « Nous, on veut participer à la création des nouveaux plats qui sont faits dans vos trains. » Il y a deux trains, le TGV et les Intercités. Sincèrement, on a fait des gros progrès. Ouais. Je pense qu'on peut encore en faire, bien sûr, mais aujourd'hui, prenez tous nos TGV, prenez un Thalys, prenez un Eurostar. Aujourd'hui, vous avez vraiment un mets de qualité. Bien sûr qu'il est peut-être un peu moins bien qu'ailleurs. En gare, encore que. Ouais. Sincèrement, encore que. Il est très, très réclamé, le bar, et il est très, très réclamé dans les différentes propositions que nous faisons. Moi, je dis souvent qu'un journal, c'est un bar avec des journalistes autour, mais le wagon-bar a une fonction particulière dans les trains. C'est une fonction sociale. Qu'est-ce que ça signifie, le wagon-bar, dans un train?
Je vais vous le dire, au moment de la Covid où on l'a fermé, je peux vous dire qu'on a bien compris à quoi il servait. Ouais. D'abord parce que c'est un lieu de réunion, c'est un lieu d'échange. Je suis sûr que chacun d'entre nous, on a une expérience où au bar, on a rencontré une personne, on a pu discuter avec d'autres, on a pu tout simplement poursuivre notre quotidien. Donc oui, le bar, il est absolument indispensable. Là où il n'est pas, je peux vous dire que c'est très souvent qu'on nous le rappelle. Et donc oui, le bar est... On vous le dit, oui. Ah oui, on nous dit, attendez, là je ne comprends pas, le bar était fermé ou vous n'avez pas mis de bar. Rassurez-vous, on va conserver les bars, c'est les quelques moments de convivialité, le train le permet vraiment, c'est pas le cas d'autres modes de transport plus rapides. Ceux qui m'aiment prendront le train et iront au bar. Merci beaucoup Christophe Anichet, c'était absolument passionnant, on aurait pu compter pendant 3 heures, tout le monde a ses histoires de train, finalement ça fait vraiment partie de nous. Ce sera l'occasion de revenir. 3 heures, c'est presque avec la nouvelle ligne. C'est le temps oui, on pourra en discuter dans un Paris-Toulouse, une fois que la LGV sera finie. Merci, on vous applaudit, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants pour notre 10e session, coupables, victimes et innovantes, les villes face aux défis climatiques à venir. À tout de suite.